19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Que se passe-t-il dans le quartier Massimoni, Cavani Massimoni? Pourquoi y a-t-il eu un important dispositif de sécurité déployé ce jeudi en début de soirée dans un bâtiment habité par une centaine d'étrangers, a priori des sans-papiers? On vous en dit plus dans un instant. En ce 22 mars, journée mondiale de l'eau, nous irons du côté de Apanzo, accompagné d'une association environnementale qui va nous montrer les méfaits de l'homme sur la nature, une problématique que nous aborderons avec notre invité Naila Natoumani Atibou, secrétaire générale de la FMAE, la Fédération mahoraise des associations environnementales. Enfin, nous nous rendrons aux Comores à 48 heures du scrutin présidentiel. Pour rappel, 13 candidats sont en lice, dont le président sortant, Azali Assoumani. Quelles attentes sont formulées par la population sur place? Est-ce que nous entendrons au cours de cette édition? Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Un important dispositif de force de l'ordre déployé dans le quartier Cavani Massimoni à Mamoudzou. Voilà ce qui s'est passé ce jeudi en début de soirée, après qu'une enquête ait été ouverte par le parquet sur une filière présumée d'immigration illégale. Plus de précisions avec Aurélien Février et Fahar Housseni. C'est ici, dans cette maison du quartier de Massimoni, qu'a eu lieu la descente de police ce jeudi. À l'intérieur, on retrouve entre 70 à 100 personnes se partageant 17 chambres comme celle-ci. Ici, on paye que 120 euros. 120 euros, on est à 4. On divise 120 euros par 4. C'est 30 euros par personne. On fait tout ici. C'est la salon, c'est aussi la chambre, quoi. C'est aussi la cuisine. C'est aussi la cuisine aussi. Impossible par contre de comprendre le chemin de l'argent, s'il y a des intermédiaires, qui touchent quoi et combien. Dans d'autres chambres, ils peuvent dormir jusqu'à 12 et tous ont vécu la même histoire pour arriver à Mayotte. Je suis arrivé ici le 16 février 2018. Je suis arrivé ici par Kwassa, comme tout le monde qui vient ici. Et t'es passé par où pour venir ici? Moi, je suis passé par Tanzanie, comment, et puis je suis venu ici. D'accord. Et t'es de quel pays toi? Moi, je suis congolais. Comme tous ceux qui parleront avec nous, mais on retrouve également des Burundais, des Angolais ou des Malgaches dans ce bâtiment et tous sont payés entre 300 et 500 euros, donnant vêtements et téléphones pour fuir leur pays pour 1 mois et demi de voyage vers Mayotte. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas que j'étais en France, je ne savais pas que j'étais à Mayotte, parce que la personne à qui j'étais avec m'a juste dit « vas-y, suis les autres ». Et puis moi, je suis derrière toi, on va se voir quelque part. Et je suis descendu, regardez derrière moi, il n'y avait personne. Vu qu'il m'avait dit de suivre les autres, je suivis jusqu'à ce qu'on ait eu le transport pour venir à la solidarité. On est venu à la solidarité, je n'ai pas eu de place, on est resté dehors jusqu'à 1 semaine. Et ce sont mes frères là, africains ici, qui m'ont aidé. Nous ne verrons que des hommes, mais il y a également des femmes et des enfants en bas âge qui vivent ici, où tous se partagent un seul toilette et une seule douche. Ici c'est le toilette qu'on utilise dans tout le bâtiment, pour tout le monde. Par exemple, quand je rentre pour me laver, je ferme les yeux, j'essaie de ne pas vraiment respirer pour ne pas respirer de l'odeur là. Je me lave juste rapidement et je sors. Un membre du CODIM nous a accompagnés pendant la visite du bâtiment. Sa réaction est sans appel. Ce que je vois ici là, non. Moi personnellement, ça me choque. Heureusement que je suis venu sur place pour voir ce qui se passe. Le propriétaire lui est rentré en urgence à Mayotte pour régler cette situation qu'il compare avec celle de la famille Batrolo. C'était une tierce personne, une personne de notre entourage qui avait fait rentrer il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, des personnes d'origine africaine. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on se retrouve avec une surpopulation. Moi, j'en appelle au service de l'État parce que ces personnes sont des réfugiés politiques, sont des demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se tape le travail de l'État, quoi. Et tout en étant presque considéré comme marchand de sommeil. Alors que moi, je lutte contre ce genre de pratiques. Il compte déposer un préavis de 6 mois pour récupérer son bâtiment. Beaucoup de ses futurs ex-locataires seraient en situation de transit en attente d'un statut de réfugié politique leur permettant de partir s'installer en métropole après validation par l'OFPRA de leur demande. Je vous le disais en titre dans l'actualité, également la journée mondiale de l'eau célébrée aujourd'hui, le 22 mars. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions. À cette occasion, une manifestation sera organisée demain à Sada avec les institutions et associations environnementales pour exposer leurs actions afin de préserver l'eau chez nous. Une eau polluée aussi, ne l'oublions pas, par l'homme. Reportage du côté de Apanzo avec Lénis Edachimé à Toumani Simba. Dans ce dépotoir complètement à l'abandon, on trouve de tout.
Machines à laver, carcasses de voitures et des déchets de chantier déversés par des entreprises sans scrupules, représentant un véritable danger pour le milieu naturel. Ces déchets contiennent des métaux lourds, contiennent des produits très toxiques. Par exemple ici, ça n'a rien à voir, mais c'est de l'huile de village, c'est de l'hydrocarbure. Tous ces produits vont s'infiltrer dans le sol, polluent le sous-sol et en même temps vont polluer la nappe phréatique. Ici, dans un cadre très spécifique de Mayotte où on manque d'eau, on est en stress hydrique permanent, il faut préserver toute cette ressource en eau. Autre source de pollution, cette mini-station d'épuration, un ouvrage situé à proximité du jardin botanique et sur un lit de rivière asséchée. Elle n'est pas encore en service et ses défenseurs de l'environnement se battent pour qu'il en soit ainsi auprès de la commune, le syndicat des eaux, l'ARS et la DEAL qui a délivré le permis de construire. Avec ce truc qu'on a fait là, c'est un déchet, comment on appelle, une station d'épuration. Tôt ou tard, ça va déborder et quand ça déborde avec l'eau qui est là, c'est normal que ça contamine notre rivière, ça contamine la nappe phréatique et ça va jusqu'à la mer. C'est inacceptable, pas pour moi, hein. Pour tout le monde c'est inacceptable parce que à chaque fois on le dit, on n'a pas de l'eau et le peu qu'on a, on le pollue. C'est pas normal. En aval de ce site, une rivière coule paisiblement. Quelques nénuphars y ont élu domicile. Les membres de la Fédération des associations environnementales veillent à leur préservation. Ils pourraient favoriser le développement d'autres espèces. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Naïlana Atoumane Tibou, bonsoir. Bonsoir, génial. Bonsoir à tous les auditeurs de la première. Merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la FMAE, la Fédération mahoraise des associations environnementales. Alors vous ne cessez d'alerter les autorités sur ce genre de problématiques, mais on dirait qu'il ne se passe rien. Que reste-t-il à faire? Que faudrait-il faire pour qu'on vous entende? C'est une bonne question et c'est la question qu'on pose demain. Heureusement, les choses ils ont changé puisque actuellement on arrive quand même à s'asseoir autour d'une table et à essayer de trouver une solution. Ça fait des années qu'on répète la même chose. Souvent, les gens ils partent, mais nous qui restons ici, on a l'impression de répéter la même chose. Mais en fonction des personnes qui arrivent, ils ont l'impression qu'on propose des nouvelles idées, mais c'est la même chose qu'on répète depuis des années. Quand vous dites les gens ils partent, de quels gens vous parlez? On parle souvent des institutions avec le turnover qu'on a sur Mayotte. Une fois que les personnes sont parties, souvent la continuité n'est pas toujours assurée. Au niveau local aussi, il y a énormément de soucis dans ce sens-là. On a l'impression que le message ne passe pas, mais c'est plus ou moins normal avec toute cette nouvelle population qui nous arrive au quotidien. Les Mahorais qui ont élu domicile ici comprennent, mais ceux qui arrivent, qui ne sont pas toujours perméables au message de l'environnement. Sensibiliser, vous voulez dire? Oui, au niveau de la sensibilisation, mais au-delà de sensibilisation, qu'on passe vraiment à l'action. Parce que la sensibilisation, ça va un temps, mais à un moment, il faut qu'on passe à des actions beaucoup plus précises, beaucoup opérationnelles, pour sortir en fait de cette éternelle sensibilisation. Mais justement, lorsqu'on voit comme dans le reportage, c'est des pots sauvages, on voit des machines à laver, tout un tas de détritus comme ça c'est pas les pauvres qui ont ce genre de matériel-là. Finalement, quand on parle de dépôt sauvage, ce n'est pas si sauvage que ça, puisque c'est juste à côté de la nationale. Tout le monde passe devant, tout le monde le voit. Donc là aussi, il y a un message pour la population de manière générale, sans stigmatiser les uns ou les autres, non? Oui, on se pose aussi la question de la filière. Mais là, nous, aujourd'hui, en fait, notre principale interrogation, là, aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'eau. On est à côté d'une rivière, on est au centre de Mayotte, parmi les zones qui sont les plus arrosées, et on a cette rivière-là qui est polluée en permanence. Mais au-delà de cette rivière, c'est surtout la rivière de l'Ouroveni qui est notre principale inquiétude,
puisque c'est cette rivière-là qui alimente tout le sud de l'île. Et aujourd'hui, on a ces mêmes problèmes. Là, on les a montrés à Panzo, mais Il y a quelques temps, vous l'avez montré d'ailleurs à Oroveni. Vous avez peur en fait qu'il y ait encore des coupures comme ce qu'on a connu ces dernières années? Il y a de fortes chances qu'on ait ces coupures-là, puisque là, à la date d'aujourd'hui, la retenue de Kombani, elle est remplie à 65%. Et là, on n'est pas encore complètement à la fin de la saison des pluies. Donc, ce qui veut dire que si ça continue comme ça, on va commencer à épuiser les ressources dès maintenant. Et pendant la saison des saisons sèches, on risque de tomber dans des situations encore pires que celles qu'on a connues il y a 1 an, 2 ans de cela. Donc non seulement on craint en matière de quantité, mais comme on l'a vu dans le reportage, se pose aussi la question de la qualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on devait donner de l'eau à boire à tout le monde, on est incapable de donner de l'eau à boire à tout le monde aujourd'hui. Sachant que là, on est dans le cadre de la journée mondiale de l'eau. Le thème de cette année, c'est ne laisser personne de côté. Donc, aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à ces personnes qui sont raccordées, on a des difficultés pour les alimenter. Donc, si on devait donner de l'eau à boire à tous ceux qui échappent au raccordement pour l'instant, on en serait bien incapable. Mais quelle marge de manœuvre avez-vous, vous, association environnementale, pour obliger les services concernés, notamment de l'État, de la collectivité, à aller dans votre sens, justement? Donc les marges qu'on a, c'est les marges en tant qu'association de pression, de mettre la pression, mais aussi surtout de pousser tout le monde, d'amener tout le monde autour de la table et de discuter sérieusement de ces enjeux-là. Mais au-delà de discuter, parce que discuter, ça fait des années qu'on discute, il y a plein de documents qui sont là avec des très bonnes intentions, mais maintenant il faut passer à l'action. Donc d'où la table ronde qu'on a prévue demain, et demain on aura tout le monde, l'ADL, l'ARS, on espère qu'il sera là, puisque jusqu'à maintenant, ils ne nous ont pas répondu favorablement à toutes nos invitations. L'ARS, l'ADL, le conseil départemental, la SMAE, le SIAM, tout ce monde sera là. Et notre principale préoccupation, pour l'instant, on veut mettre en avant la rivière de l'Oroveni, puisque c'est celle qui nous alimente tous au sud. Mais on espère par la suite que cette action-là sera reproduite à l'échelle territoriale, puisque cette problématique ne se pose pas qu'à ce niveau-là, mais c'est au niveau territorial. Écoutez, on espère que le message sera passé ce soir et que vous aurez vos interlocuteurs demain autour de la table. Merci beaucoup, Naïla Atoumani-Atibou, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général de la Fédération mahoraise des associations environnementales. Venons-en aux travaux menés depuis décembre dernier sur la normalisation des langues mahoraises. Travaux qui ont pu être réalisés grâce à la contribution d'experts, de chercheurs, d'associations et d'institutions pour structurer le Shimaoré et le Shibushi. Mais pour quel bilan? Élément de réponse tout de suite avec Laini Sedachim et Atoumani Simba. 3 mois de travaux, des résultats très concluants. Les réflexions qui ont nourri les différents ateliers ont abouti à une élaboration de l'alphabet, l'instauration d'une norme graphique et la codification des 2 langues. L'objet est de permettre une transcription harmonisée et structurée, une étape importante dans le combat pour la reconnaissance de nos langues orales dans l'enseignement. Je pense réellement que le recteur a la volonté de faire en sorte que nos langues aient droit de citer dans l'institution éducative, même si sans doute il faut aller plus vite que ce qu'il dit aujourd'hui. C'est-à-dire en l'étape d'1 année, il faut qu'on arrive à faire une avancée importante pour que déjà on commence à enseigner les langues mahoraises en tant que langue, pas uniquement en tant que marchepied pour aller vers le français. Il est aussi question de l'influence des autres langues qui enrichissent le shimaoré et le kibushi. Les scientifiques, notamment de l'Université du Havre, qui ont apporté leur expertise dans ces travaux, encouragent les politiques à aller plus loin dans ce projet. Je pense que même s'il n'y a pas d'accord définitif sur l'ensemble des graphies pour le shimaoré ou pour le kibushi, on a fait un grand pas vers un consensus pour permettre à ceux qui en ont envie d'enfin pouvoir écrire leur langue.
À Mayotte, où des expérimentations sont mises en œuvre, en particulier en maternelle depuis plusieurs années, le Carrefour des langues mahoraises donne un nouvel élan au vice-rectorat. Nous pouvons apporter notre expertise aussi. L'inspection générale qui vient régulièrement à Mayotte peut nous aider. Nous avons des inspecteurs bien sûr ici sur place par discipline qui sont tout à fait aptes et disposés à travailler sur la question. L'histoire de Mayotte, c'est indispensable, doit être enseignée dans les livres d'histoire. Les petits Mahorais doivent connaître leur propre histoire. Et Mayotte fait partie de la France et département français, donc les Français doivent connaître l'histoire de Mayotte. Comme le vice-rectorat, le département porteur du projet de création d'un institut des langues et des civilisations à Mayotte compte accélérer les choses sans pour autant donner de calendrier. L'enseignement des langues à Mayotte, c'est quand même quelque chose qui est demandé aussi bien par les enseignants qui sont ici dans le département, mais aussi par les parents qui aujourd'hui se rendent compte que les enfants ne parlent pas shimaoré ou kibushi. Pour le financement, dans un premier temps, ça sera en régie. Donc ça fera partie du service archives départemental qui va se situer dans le centre de l'île, à Kombani plus exactement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite que cet institut fonctionne en attendant qu'on puisse avoir d'autres financements donc en provenance de l'État ou de l'Europe qui viendraient nous soutenir dans notre élan. Le rêve de voir le shimaoré et le kibushi érigés en langue régionale se rapproche un peu plus. Et au centre universitaire de Dembéni, c'est ce vendredi que s'est clôturée également la 3e édition de la Fête du droit, organisée tout au long de la semaine. Il s'agit d'une manifestation nationale à laquelle prennent part les étudiants locaux, l'occasion pour les professionnels du droit, mais pas uniquement de parler de leur parcours et profession. Les précisions de Bibi Mariam Ali à Sadira Zafitsemo. Voici peut-être de futurs greffiers, juges ou encore avocats. Ces étudiants en droit au centre universitaire de Dembéni portent une attention particulière aux explications. Que la justice puisse être au mieux rendue et que tout le monde travaille le mieux possible. Il y a des questions qui me taraudaient, qui me posaient problème. Donc c'était une occasion pour m'éclairer sur mes doutes, sur mon avenir. Quand on entend droit, on pense directement à avocat, alors qu'il y a beaucoup de choses. Il y a juge, magistrat, greffier. Donc aujourd'hui, on a eu la possibilité, la chance de savoir qu'il y a d'autres choses qu'avocat. Il ne faut pas penser que le droit égale avocat directement. Et les professionnels qui ont apporté leur contribution à ces rencontres sont très optimistes pour l'avenir. Il y a eu beaucoup d'étudiants en droit. Il y a une qui nous a fait un bel exposé en droit d'ailleurs. Ça tombe bien parce qu'en douane aussi, on a besoin d'être juriste. La douane, c'est une administration qui est pluridisciplinaire. On a besoin de tout le monde, oui. La fête du droit est l'occasion de casser les stéréotypes d'une discipline cloisonnée. Bien au contraire, elle ouvre plein d'opportunités professionnelles. L'idée, c'est de faire venir tout le monde, de regrouper tous les professionnels au sein du même endroit. Comme ça, ils viennent aux étudiants et ce n'est pas le contraire, l'étudiant qui va aller chercher à droite à gauche sans forcément savoir où aller chercher l'information. Cette 3e édition de la Fête du droit à Mayotte a suscité un véritable engouement, ce qui est très prometteur pour l'avenir. On se dirige maintenant vers les autres îles de l'archipel en Grande Comore. À 2 jours de la présidentielle, quelles sont les attentes des électeurs? C'est ce que notre équipe sur place a tenté de savoir. Reportage à Moroni de nos envoyés spéciaux, Miss Bodine Bakar et Daniel Abdou. À 48 heures de scrutin, les Comoriens font face à un choix décisif. Élire celui qui dirigera le pays dans les 5 voire les 10 prochaines années. Un archipel aux multiples défis, les attentes sont nombreuses. Ça serait beaucoup moins de chômage et du dialogue social. On en a vraiment besoin. Au-delà de ça, la vie est paisible aux Comores, donc tout est bon, tout est bien. Développement économique avec l'emploi des jeunes, ça va dynamiser toute l'économie, je pense. On continue sur la démocratie, quoi encore, la paix sociale, renforcement de l'esprit national, éviter le séparatisme. Nous demandons que celui qui sera le président de bien regarder tout ce qui a été les recommandations des assises, les recommandations qui a été élaboré par la population comorienne, de le suivre à la lettre.
Dans un pays où le salaire moyen, même s'il n'existe pas officiellement, tourne autour de 100 €, alors pour les fonctionnaires, une revalorisation de leur indice est plus que nécessaire. On aimerait que les fonctionnaires, on améliore ses salaires avec d'autres avancements qui ont été suspendus. Vous savez que jusqu'à maintenant, les enseignants comoriens vivent une vie de galère. Nous attendons du prochain président une amélioration relative dans le cadre de l'éducation. Une population optimiste qui mise beaucoup sur ces élections avec en toile de fond une stabilité constitutionnelle. Et pour terminer, retour à Mayotte. Voyons ces images tournées au sud de l'île cet après-midi. Presque une semaine qu'ils sont sur la route. Je vous parle des handicapables du docteur Léo qui effectue depuis samedi dernier le tour de Mayotte en fauteuil roulant. Deuxième édition. À partir de Amjago, ils sont arrivés ce vendredi dans la commune de Kanikeli où une étape en canoë-kayak, vous le voyez ici, leur a été proposée dans la mangrove du village. Étape suivie par Assadi Razafiteno. Nous reviendrons évidemment sur ces images et cette étape dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette descente de police à Cavani-Massimoni ce jeudi en début de soirée. Descente dans un bâtiment habité par une centaine de personnes, majoritairement des Africains, en attente de régularisation, semble-t-il. Y a-t-il sur place une filière d'immigration clandestine rodée? C'est ce que la justice tenterait de savoir. Pour l'heure, ni le parquet, ni les services préfectoraux ne souhaitent s'exprimer à ce sujet. Papino Zaidani dans un instant pour l'édition en Morée demain et dimanche. Vous serez en compagnie de Darwesh Daou pour l'information. Très belle soirée à vous, très bon week-end et à lundi.